That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonsoir ou bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Vous avez reconnu l'invité d'aujourd'hui, c'est Olivier Adouchi. Vous le connaissez, il était déjà venu plusieurs fois chez Microciné, ne serait-ce que pour cette émission que j'aime beaucoup. On avait parlé de Guy Gilles, mais aussi une émission avec Saad Chakeli où nous avions parlé de Farouk Beloufa, Nehla, et puis une troisième émission, si je ne me trompe pas, mais j'aurais bien voulu ne pas la faire cette émission malheureusement, mais au moins tu étais là avec Shafik. Halal, cinéaste, pour nous parler du regretté Nazim Djemai. D'ailleurs, il y a un rapport avec Shafik parce qu'on va parler aussi de Shafik certainement ce soir. Olivier, tu es là, tu es chercheur, tu es programmateur et pourquoi tu es là? Parce que le 3 et 4 mars, donc c'est demain et après-demain, mais il faut en parler quand même, à Bourges, dans le cadre de l'association Entrepôt, A-N-T-R-E, plus loin, P-E-A-U-X, Entrepôt. Il y a un cycle que tu as pensé, conçu et programmé et qui se nomme Hacker et repenser l'exil et ses mémoires. Hacker et repenser l'exil et ses mémoires. Et donc tu es là pour nous en parler. Merci beaucoup en tout cas de ta présence. Et comment vas-tu déjà? Comment vas-tu? Merci, ça va bien et j'espère que toi aussi. Et ça va bien. Merci pour l'invitation et pour l'invitation à la discussion avec toi. Alors, parle-nous un petit peu de ce... Alors moi déjà, premièrement, la première chose, pourquoi... Alors on dit hacker, hacker, comment tu le dis et pourquoi ce mot-là? Alors ça c'est intéressant, c'est l'événement, le cycle va se dérouler à Entrepôt. Donc en fait c'est un lieu qui autrefois, qui est né en fait de la fusion de deux associations, une qui s'appelait Bandimage, avec laquelle j'ai collaboré à plusieurs reprises, qui est dirigée par Isabelle Carlier, avec une équipe, Olivia, il y a d'autres personnes, et donc qui est devenu maintenant Entrepôt. Donc c'est un centre d'art qui a aussi un espace d'exposition, un lieu de projection. On peut aussi montrer de la musique, qui est situé dans la ville de Bourges. Et en fait, c'est un lieu qui est assez, intéressé par les pratiques du hacking. Mais en fait, le hacking, c'est une manière aussi de déconstruire un petit peu. Ils sont aussi dans une optique assez queer par ailleurs. Et en fait, c'est une suggestion. Ce cycle est né d'un échange que j'ai eu, que je poursuis depuis plusieurs années. On l'avait fait avant quelque chose pour repenser 68. On avait fait aussi quelque chose qui s'appelait Images et Vent du Sud. Images et Vent du Sud. Donc, c'était pour aussi un petit peu déconstruire les représentations. Donc, hacker, moi, j'imaginais tout ce qui était un peu l'ordre du pirate informatique, de ce genre de choses. Mais Isabelle d'Entrepôt m'a dit que pour elle, c'était intéressant de mettre ce mot en avant et de me le mettre un peu entre les mains et de voir ce qui pourrait émerger. Donc, moi, après, j'ai réfléchi avec elle cette idée de hacker. En fait, pour elle, c'est aussi de mettre des réseaux en fait ensemble. C'est aussi de déconstruire un petit peu. Elle en parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'est aussi en fait de repenser, de déployer, de redéployer, d'aborder sous une autre perspective et vraiment de s'emparer de ce mot comme d'une matière en fait. Donc j'avais depuis longtemps une réflexion par rapport à ça, par le cinéma, ce que ça apporte. Le cinéma, on sait que c'est l'art du temps, de l'espace. Et qu'est-ce que ça apporte à la notion d'exil? On sait qu'il y a beaucoup de films qui ont été conçus depuis pratiquement les débuts du cinéma par cette idée d'exil, de déplacement. Il y a aussi tous les cinéastes, on peut penser bien sûr exilés d'Europe et d'ailleurs, qui ont pris leur caméra, qui ont eu des choses à dire. Donc, c'était de repenser vraiment l'exil, d'avoir un usage qui serait, et aussi une réflexion sur ce mot, et une mise en pratique qui serait un peu plastique, je pourrais dire. En fait, de pétrir ça comme une matière. Après, il ne s'agit pas non plus d'esthétiser la notion d'exil. On sait que ça revêt souvent des drames humains, des difficultés, même qui peuvent être sur plusieurs années, en fait. Il n'y a pas que le moment du déplacement, de la migration, ou en tout cas des fois du départ, le moment chaotique. Il y a plusieurs nappes, il y a énormément de choses. Donc, on a voulu vraiment réfléchir à ça. Qu'est-ce que les cinéastes ont apporté à cette notion? Comment ils s'en sont emparés? Qu'est-ce qu'ils ont à faire, en fait, de cette idée d'exil, qui est des fois aussi une réalité, qui est une expérience humaine, une expérience quasi sensorielle, en fait. Pour certains, est-ce que le cinéma, comment est-ce qu'il... et aussi l'art vidéo, enfin, les images en mouvement,
qu'est-ce qu'ils font de l'exil en fait? Est-ce qu'ils sont, ils peuvent être traversés par l'exil? Est-ce qu'ils peuvent être aussi, comment dire, influencés, modifiés? Est-ce qu'ils peuvent aussi le mettre en perspective? Enfin, c'était cette idée-là qui m'intéressait. Et le rapport à la mémoire, comment tu as pensé, comment tu l'as déployé? Alors, pour moi, il y a aussi une notion importante. C'est vrai que c'est aussi la question de la mémoire. C'est-à-dire que l'exil, quand on voit la population, l'exil, ça peut sembler quelque chose de très contemporain. Là, on a des exemples. On a eu, bien sûr, les Kurdes. On a eu aussi la Syrie. On a eu aussi, comment dire, l'Ukraine. Hein. Il y a pas mal d'exils. Bon, bien sûr, les Palestiniens. Il y a beaucoup de formes d'exil auxquelles on peut penser. Les exils internes aussi. On le voit par exemple avec, on avait vu avec Afrique Hotel, hein, que tu avais montré de Nabil Jedwani, Hassan Ferhani. Et, donc, les mémoires, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, il me semble que l'exil aussi, des fois, quand gens parlaient, il peut y avoir un côté, comment dire, très, très axé sur un événement, sur des choses très, 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 comment dire, de l'ordre du topos. Or, pour moi, il y a une mémoire d'exil qui peut se faire aussi. Il n'y a pas que des images qui sont réelles, hein, que je ne remets pas en cause, mais qui sont celles, par exemple, des campements. Il y a tout un imaginaire de l'exil et une réalité de l'exil, hein, qui est souvent montrée. Mais ça m'intéressait aussi de voir la mémoire. En gros, en fait, je me suis beaucoup inspiré aussi de poètes, hein, de penseurs, et pas seulement de cinéastes, hein, même si c'est surtout et avant tout des cinéastes et des artistes, des vidéastes. Mais je pensais aussi aux théoriciens et à l'essayiste Edward Said, en fait, américano-palestinien, qui avait fait des réflexions sur l'exil et qui travaille vraiment sur la perception. Je pensais aussi à des cinéastes comme Jonas Mekas. On peut penser à énormément de films, en fait. Hein. Il y a énormément de cinéastes. Mais la question de la mémoire était importante pour moi. C'est-à-dire que des fois, ça peut être transmis, cette idée d'exil de génération en génération. Ça peut être la question de base. Pourquoi, en fait, et comment est-ce qu'on est dans un autre pays, dans une autre culture, dans une culture qui peut des fois s'harmoniser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et des fois, c'est une mémoire, je dirais pas secrète, mais oubliée en fait. Hein. C'est un travail de mémoire qui peut s'effectuer ou ne pas s'effectuer. Mais c'est ça. Est-ce que ça nous rend plus sensibles, plus attentifs à d'autres formes d'exil contemporain? Le fait d'avoir une mémoire d'exil, c'était des questions comme ça qui m'intéressaient. La mémoire est importante, d'où la dédicace aussi peut-être à Adolfo Kaminski. Ah bah ça, là pour le coup, enfin j'avais une autre question à te poser avant, mais tu as raison de parler de Kaminski. Est-ce que déjà pourquoi? Enfin moi j'ai une petite idée sur le pourquoi, mais pourquoi cette dédicace et surtout qu'est-ce qu'il représente pour toi? Comment il s'inscrit dans ton parcours aussi de penseur via le cinéma, la littérature, etc. Pour moi donc. Adolfo Kaminski a fait le lien, ce que je trouvais intéressant dans une optique, dans une époque où on est un petit peu des fois replié sur, comment dire, sur des identités, on oublie un peu qu'elles peuvent se multiplier, qu'elles peuvent être aussi complémentaires. Ce qui m'intéressait chez Adolfo Kaminski, c'est sa grande ouverture, la transmission qu'il a opérée aussi. Et alors, je vais rappeler un petit peu qui il était. C'est une personne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, va créer des faux papiers pour sauver des enfants juifs de la déportation. Donc, il va mettre son talent pour une cause qui est noble, qui est celle, en fait, de la survie, de l'évacuation d'énormément d'enfants qu'il va pouvoir sauver en leur créant, en fait, des papiers. Ensuite, il a continué, il a mis au service d'autres causes. Et encore une fois, il ne s'agit pas de... Comme dans le cycle Exil, on va montrer des films d'exil de plusieurs sortes. Il ne s'agit pas de nier les spécificités historiques et les choses communes. Mais donc, Adolfo Kaminski a ensuite mis son talent de faussaire au service d'autres causes, donc celle de l'indépendance algérienne, celle aussi de lutte comme celle des Angolais, des luttes de décolonisation, des luttes antifascistes, donc ce qu'il y avait les régimes dictatoriaux qu'il y avait en Grèce, au Portugal, en Espagne, au Brésil, en Amérique latine. Donc, pour moi, c'était un peu quelque chose qui restait de cet esprit de la résistance et aussi donc de la résistance au nazisme et ensuite de l'anticolonialisme et de la solidarité. Donc, dans une époque qui est quand même où il y a des courants conservateurs de plus en plus forts dans le monde, pas seulement dans beaucoup de pays, et ben, c'était intéressant de voir comment est-ce qu'il y avait une figure comme ça
qui va au-delà des appartenances, des nations, et qui justement est à cheval sur plusieurs causes, sur plusieurs territoires, sur plusieurs comment dire, types de lutte aussi. Et je l'avais rencontré en fait en 2013 à Alger lors d'une exposition, un anniversaire. Et c'était intéressant de le voir avec d'autres photographes qui avaient donc mis comment dire, l'image au service d'une cause. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, pour moi, quand on travaille sur l'exil, ça m'a semblé important comment dire, de faire cette dédicace, en fait. Parce que pour moi, ça s'était incarné aussi dans une personne et dans une cause quelque chose qu'il avait mis en place. Donc, il ne se résumait pas qu'à lui, mais lui a été vraiment un acteur, en fait, de cette courant de solidarité. Quand tu évoques en matière de sources d'inspiration du programme, on va en parler dans quelques secondes du programme, tu vas nous le détailler, mais tu disais que tu t'es aussi inspiré de poésie, de poètes. Est-ce que c'est de par leur comment je pourrais te dire ça, de par leur manière de voir le monde, donc de par leur structure, de par leurs questions aussi qui peuvent paraître abstraites pour repenser ce programme? Ça m'intéresse à ce rapport à la poésie que tu as évoqué. Tout à fait, parce c'est des poètes ou des poètes cinéastes comme Jonas Mekas, c'est-à-dire qu'il y a aussi une autre manière de penser le langage. On pourrait dire un peu schématiquement, ce ne serait pas seulement sous une forme qui serait un peu celle d'un essai, mais ce serait celle de l'affect. Qu'est-ce qui manque en fait un exil? Eh ben, ça peut être un lieu d'enfance, ça peut être des personnes, ça peut s'incarner. Et pour moi, la parole poétique, au cinéma d'ailleurs comme en littérature, et je me souviens, il y avait une émission que tu avais faite avec une chercheuse qui avait essayé de questionner cette notion, hein, tu te rappelles, de poésie et de cinéma. C'est ça, exactement. Et ça m'intéressait beaucoup. Comment est-ce que le langage poétique, finalement, dit une certaine vérité de l'exil, en fait? Parce que ça s'incarne aussi par j'ai réfléchi un peu, est-ce qu'on peut voir une esthétique de l'exil, en fait? Ça pourrait être aussi une esthétique un petit peu fragmentaire, quelque chose aussi un style de cinéma qui pourrait être un peu contemplatif. Au contraire, ça pourrait être avec des espèces d'images qui seraient récurrentes, mais il y aurait quelque chose qui serait un peu l'ordre de la poésie. Pas un discours incarné, mais il peut y avoir en fait plusieurs manières de le représenter, de le penser. Et la poésie, pour moi, ça a été des poètes exilés. On peut penser à Nazim Hikmet, on peut penser à des poètes aussi. Je pensais à Luis Cernuda, qui est un poète espagnol qui a été exilé au Mexique suite à la défaite du camp républicain, et aussi à des textes comme ceux de Kateb Yassine avec des éléments de poésie comme le polygone étoilé, et avec cette idée aussi d'exil. Ça peut passer par la chanson, par des musiques, et qui disent aussi une vérité, ou en tout cas une expérience de l'exil. Pour moi, c'est pas, d'ailleurs, en disant une vérité, je ne parlerai pas d'authenticité ou de vérité, mais plutôt d'expérience. Comment est-ce qu'on restitue une expérience? Et ça dépend à quel moment en fait on appréhende l'exil, comment on l'appréhende. Mais pour moi, les cinéastes qui m'intéressent et qui ont traité ou qui ont en tout cas réfléchi à la question de l'exil peuvent être très poétiques et peuvent avoir vraiment une mise en fait, c'est une sorte de lyrisme, d'expression ça peut être d'un nouveau lieu, d'un décalage. Hein, dans les films du programme, j'étais attentif à ça. Il y a un film qui s'appelle par exemple Gaza Yet Untitled de une cinéaste libanaise qui s'appelle May Kassem. Et puis dans ce film-là, c'est souvent des espèces de bribes. Je trouve que ça dialogue avec Meka, c'est pas du tout une copie, c'est vraiment, elle a son univers. Mais c'est des espèces de bribes, des images assez fantomatiques, avec une part un peu d'utopie aussi. Et ça m'intéresse beaucoup. Et par exemple, il y a un film qui s'appelle Bruxelles Transit, et donc qui est une déambulation avec une mère qui récite des chants. Il y a un côté quasi comme une berceuse assez mélancolique. Et pour moi, la poésie a vraiment, c'est ce qui donne une forme de corps, une forme aussi ça peut être lors de la complainte, de l'élégie en fait. Et on peut penser à des cinéastes aussi comme Angelopoulos, qui a une forme de lyrisme, un rapport aussi au territoire qu'on va appréhender de manière des fois un peu conflictuelle. On essaie de retrouver ses bases, mais
dans ce questionnement, il y a eu pas mal de sources et la poésie a été une source importante. Jonas Mekas, je sais qu'il avait été aussi, il était poète aussi, il a toujours un intérêt pour la poésie. Son cinéma aussi a une donnée vraiment poétique avec un côté fragmentaire, avec des sensations comme ça. Il y a des espèces de fulgurances aussi, hein, qui sont assez brèves, des instants qu'il faudrait capter. On le voit dans Walden, dans Lost, un rapport aussi au territoire, à la nature, en fait, qui est très important. À un moment donné, c'est une expérience du temps, en fait, un temps disloqué aussi. Et puis, forcément, l'expérience de l'exil dans beaucoup de films peut être aussi une forme de perte et une forme aussi de renaissance. C'est comme si on est une sorte de phénix. Il y avait un cinéaste uruguayen qui s'appelle Mario Andler qui me disait « Moi, je suis comme un phénix. J'ai dû quitter l'Uruguay avec l'arrivée de la dictature et d'un régime militaire. Et lui, c'était un militant de gauche. Donc, il a été d'abord au Venezuela, ensuite en Allemagne. Et il dit « Je me suis trouvé comme une espèce de phénix où j'ai vraiment littéralement brûlé. Et après, pour renaître, en fait. » Donc, cette image poétique avec des éléments qu'on peut même qualifier d'emprunt même à des espèces de figures mythologiques, hein, qu'on se réapproprie. Ben, tout ça, ça va être un terreau très créatif, en fait. Et puis, il y a aussi un rapport un peu décalage. Ce qui m'intéressait, c'était que cette idée que l'exil, finalement, il apparaît. Alors, c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas la même forme. C'est pas la même forme de devoir partir suite à une guerre civile. Mais par exemple, Baudelaire, quand il parle de Anywhere Out of the World, cette espèce d'inquiétude, hein, de ne pas être bien là où on est, c'est toujours ce désir d'ailleurs, ce désir de renouvellement qu'on trouve beaucoup chez, chez Baudelaire et aussi, bien sûr, chez Rimbaud ensuite. Hein. Mais sans mettre, encore une fois, au même plan une personne qui s'exile parce que, par exemple, suite à la guerre d'Espagne et à la défaite de son camp et du franquisme, les républicains s'en vont, c'est pas la même chose qu'un poète qui a un spleen, un mal de vivre. Mais en même temps, il y a une expérience de la modernité qui est une espèce de décentrement, de décalage qui m'intéresse en fait. C'était de prendre l'exil, et dans ce sens-là, c'était un peu à quel exil. C'était aussi comment quelque chose qui peut sembler un peu lointain, à part sous le registre de la mémoire peut-être, comment est-ce qu'on peut soi-même ne pas se l'approprier, mais essayer de voir une part d'universel. Est-ce qu'il y a une part d'universel dans l'exil, dans le déplacement et dans l'ostracisme? Évidemment, un exilé n'est pas un expatrié qui part pour des raisons, d'un salaire meilleur ou pour avoir la belle vie. Il cherche la belle vie, mais des fois, il part. Il y a aussi la notion de rejet, d'ostracisme. Ça, c'était présent dans les réflexions sur l'exil d'Edouard Saïd, où il réfléchit vraiment et il montre comment aussi l'expérience de l'exil peut affûter le regard. Mais il y a aussi l'idée d'ostracisme, l'idée à un moment donné de se sentir un petit peu, ou pas un petit peu, mais dans une forme d'exclusion, de déperdition, de perte des repères, en fait. Mais c'est aussi une expérience esthétique et qui côtoie un peu l'expérience de la modernité et du cinéma. Donc, pour moi, c'était intéressant d'appréhender tout ça. Après, en ouvrant une perspective et en laissant les cinéastes, par leurs films et des fois par leur présence, s'exprimer eux-mêmes, en fait. Évidemment. Alors, je rappelle que c'est le 3 et le 4 mars, et c'est à Bourges. Tu as commencé à en parler. Est-ce que tu pourrais continuer à détailler le cycle, les films que tu as choisis et pour quelles raisons surtout? D'accord, alors je vais parler de ça. Donc, il y a le premier film, en fait, il faut savoir que l'idée du cycle, elle m'est venue lors d'une promenade à Bruxelles avec le cinéaste Boris Lehmann. Je me prenais dans les rues de Bruxelles avec lui, et puis il me dit, mais en fait, les quartiers où sont venus mes parents, il faut dire que ses parents ont fui la Pologne quand il y a eu l'occupation, le joug nazi, donc les persécutions antisémites, et il était voisin d'un cinéaste qui s'appelait Samuel Slingerbaum, qui n'a pas fait beaucoup de films, qui est un petit peu oublié, et qui a fait par contre ce film-là avec lui et une actrice qui s'appelle Hélène Lapiower. Et il y avait une troisième personne qui est Chantal Akerman, et les trois se connaissaient en fait depuis l'enfance. C'était des amis, leurs parents se connaissaient, venaient aussi de Pologne. Et en me promenant avec lui à Bruxelles, il me dit, mais tu vois, en fait, alors on se baladait près de la gare du Midi, et il me dit, mais en fait, il y a eu d'autres exils. Donc mes parents étaient près de cette gare-là, et le film qui va être montré, il y a aussi des scènes près de la gare, avec la notion aussi de départ, d'arrivée. Et dans ce cas précis, dans ce film précis. Et il m'a dit, mais il y a eu d'autres relais ensuite d'exil, il y a eu d'autres vagues d'exilés, il y a eu les Kurdes, les Syriens, sans doute maintenant les Ukrainiens. C'était avant, en fait, que j'avais eu cette discussion avec lui.
Et c'était intéressant de voir par un lieu, et ben, en fait, diverses vagues d'exil, pour des raisons différentes, pour des conflits qui ne sont pas de même nature, bien évidemment, mais qui restent quand même des conflits avec des réfugiés, des personnes qui s'en vont. Et donc, il y avait ce film-là qui va ouvrir le cycle. Il y avait aussi donc le bateau Ivre que tu connais bien, puisque tu l'avais montré, j'ai découvert lors de tes programmations au RCB, hein, Claudio Campana et puis Shafik Halal, avec cette idée aussi d'interroger notre rapport, hein, aux personnes d'ailleurs, aux exilés. Et là, on voit donc sur un bateau une série de personnes qui sont, comment dire, filmées. Et ça m'intéressait d'interroger notre regard. Comment penser la parole en fait des exilés eux-mêmes et pas des fois mettre à la fois nos fantasmes ou alors nos attentes éventuelles. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi de faire figurer ce film. Il y a aussi, parce que pour avoir ce regard critique, hein, par rapport à une situation face à laquelle il faut bien se garder d'avoir des préjugés ou en tout cas une vision préconçue. Il y a le film d'Amal Kateb qui s'appelle Orba Légende sur ces vendeurs de cigarettes dont elle va filmer le quotidien qui sont en France. Il y a aussi le film, là c'est plus l'exil intérieur que tu connais, que j'avais découvert, Béjaïa, qui est la part de Taos, du regretté Nazim Djemaï, dans lequel elle joue le premier rôle. Et là, c'était une forme d'exil intérieur, parce qu'il y a plusieurs formes d'exil. Et des fois, dans une société, on peut se sentir aussi écarté par une forme d'exil, ou en tout cas isolé par une forme d'exil intérieur. Et c'est un film aussi qui a beaucoup de côté poétique. Il y a très peu de paroles. C'est un film qui est très visuel et qui dit beaucoup de choses de cette expérience de l'exil intérieur. Je voulais aussi penser aussi à l'exil politique. Donc, il y a deux films. Il y a un film qui est une vidéo de Mounir Fatmi qui s'appelle Face au silence et qui interroge la disparition, la mémoire de la disparition de Mehdi Ben Barka qui avait été enlevé devant la brasserie Lippe en 1965. Et à ce jour, donc les pièces du dossier, en fait, pour savoir, hein, la vérité, eh ben, elle est obstruée par deux raisons d'État, qui est celle de la France et du Maroc, où depuis chaque année, son fils et l'Institut pour la mémoire de Ben Barka essaient de savoir des pièces du dossier. Chaque nouveau président lui promet de libérer enfin des secrets, des choses secret défense et autres. Et à chaque fois, l'enquête est toujours mise en avant pour la quête de la vérité. Donc, c'était important pour moi de montrer cette vidéo en présence de Bachir Ben Barka, qui est le fils aîné de Mehdi Ben Barka et qui s'occupe au nom de la famille et au nom du collectif de cette quête de vérité. Parce que l'exil a aussi des conséquences. Et en l'occurrence, ce sont des conséquences politiques. Et c'était important donc de rappeler aussi ce type d'exil et de montrer qu'il y a des fois un lien entre l'ici et l'ailleurs. Les frontières ne sont pas aussi étanches entre un pays d'arrivée et un pays d'exil. Il y a aussi un autre film un petit peu de ce type qui s'appelle Feu éternel, Fuego Eterno, de Cynthia Sabat, qui est un film sur la veuve d'un cinéaste argentin qui s'appelait Raimundo Gleiser et son fils. Donc ce cinéaste s'est fait enlever en 1976 en Argentine, par la dictature argentine. Donc son épouse et son fils sont partis. Et jusqu'à ce jour, eh ben, même cas de figure, disparition forcée, toujours pas d'accès en fait aux éléments du dossier. Donc c'est une espèce de blessure en fait, de grande faille qui peut pas se refermer en l'état parce que il y a un travail de vérité qui est nié par les États, en fait, par les forces répressives. Et c'était important aussi de montrer cet exil forcé dans les deux cas. Et il y a aussi une séance, qui va être faite avec l'un des 3 cinéastes de Babylone, de films que tu avais montré aussi décidément. Il y a 3 films que tu avais montrés et c'est aussi ce qui nous unit, c'est aussi ce dialogue qu'on a avec des films qui nous intéressent, qui nous mettent en mouvement. Et c'est un film de Alaeddin Slim, Youssef Chebbi et Ismaël. Et c'est Ismaël qui prépare un nouveau film qui s'appelle Hacking the Border, où il réfléchit justement à la manière dont les nouvelles générations vont hacker les frontières. Et ce sont des images d'un film qui est en cours, des images inédites. Et il y aura aussi Saber Zamouri qui va venir, qui est aussi un cinéaste tunisien, et qui a un film en préparation et qui va montrer des images pour en discuter, pour un aspect laboratoire aussi, pour faire une séance en mouvement. Et il y a aussi Cyril Ken et Anita Volker. Lui fait un travail depuis très longtemps sur les accidents
mais d'un point de vue physique, ce qu'on appelait autrefois les gueules cassées, les personnes qui ont, suite à des accidents ou des maladies très graves, subi en fait comment dire, des opérations ou en tout cas des tentatives de restructurer, en tout cas comment dire, de remettre en forme les visages. Et ça, c'était une espèce d'exil, la manière dont un handicap physique peut aussi provoquer une sorte de sentiment d'exil dans la société. Comment est-ce qu'on crée l'ostracisme, de l'exclusion? Et ça, c'est comment on peut sentir aussi un exilé de l'intérieur, pas pour des raisons politiques directement, quoique c'est in fine une question politique. Et je me souviens que j'avais connu son travail d'abord, qui est un travail photographique. Et là, il a fait un petit film, il travaille aussi quelque chose d'un petit peu plus long sur ce sujet-là. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment documenté et qui a montré comment est-ce que l'accident physique et la différence faciale, il crée un autre rapport au monde, un rapport aussi qui est complètement différent. Et comment est-ce que nous-mêmes, par rapport à nos propres préjugés, on peut aussi évoluer par rapport à ça, en fait. Comment est-ce qu'on peut voir autrement ces visages qui peuvent sembler inquiétants, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils peuvent sembler pas dans les normes. Et ça questionne aussi les normes. Ça, c'était intéressant aussi pour moi de prendre l'exil par ce bout-là. Et dans les films, il y a aussi un film d'abord d'un cinéaste réunionnais qui s'appelle Mounir Alaoui, qui est d'origine comorienne et qui a fait un travail assez plastique sur un exil. Ce sont des personnes qui habitaient une île qui s'appelait les îles Chagos, des habitants d'une île. Et cette île, en fait, les habitants ont été brutalement expulsés parce qu'il y avait une base en fait britannique qui s'est installée sur cette île. Et donc, tous les habitants, en fait, ont été déplacés dans les îles environnantes. Donc, c'était pour montrer aussi une espèce d'ailleurs qui est le son indien, qui n'est pas toujours très connu. Et je voulais montrer ça. Cette vidéo, donc Mounir fait un travail depuis longtemps, un travail de vidéaste. Il s'intéresse beaucoup aux représentations, à la question du chant, du hors-champ. Donc, pour l'exil, ça me semble très intéressant. Et il y a aussi une autre cinéaste qui est Erika Etansalé, qui est une cinéaste donc réunionnaise et qui, en fait, a fait un film que je trouve vraiment très beau, qui s'appelle Dans la tête, Quand la nuit se soulève. C'est le titre du film. Et c'était au début parti d'une interrogation par rapport à son père. Elle-même est métisse, elle est donc de parents réunionnais. Son père donc est venu en France continentale pour travailler. Il avait des rêves aussi, il voulait faire du cinéma, il avait des rêves, comment dire, un peu inavoués. Et il se trouve, pendant des années, il a fait un travail qui lui plaisait pas forcément. Donc au moment de la retraite, il y avait une espèce de silence. Donc cette fille va interroger le silence de son père. Elle va s'apercevoir, elle-même, elle devient artiste. Elle fait le choix, Erika, de devenir artiste. Et elle fait souvent un rêve un peu récurrent, qui est un rêve assez angoissant, qu'ont pu faire des fois certains descendants d'esclaves. On sait qu'il y a eu l'esclavage, bien sûr, dans l'océan Indien, à La Réunion. Elle est issue, cette double origine, donc par son père et puis sa mère d'origine européenne. Et donc, elle va vraiment réfléchir à la manière dont on appréhende l'environnement réunionnais, la nature. Elle va sur des lieux aussi, et elle va vraiment réfléchir à l'exil de son père, à une démarche familiale. Elle va interroger son propre parcours. Et c'est un film qui est très intéressant parce que l'exil, il y a aussi quelque chose qui le caractérise, c'est souvent le silence, en fait. Et d'où l'idée de la mémoire. Moi, la question de la mémoire m'intéresse beaucoup, la transmission. Et souvent, les parents, les mères comme les pères, transmettent des fois des chants, des choses, mais ils ne transmettent pas toujours la langue, ils ne transmettent pas toujours les chants et la traduction originale, et ils transmettent aussi beaucoup de silence. Donc ce film, pour moi, Quand la nuit se soulève, c'est une espèce de silence, de grande nuit, et qui se met en mouvement, qui se remet en mouvement, et des choses émergent en fait. Et c'est souvent, je me suis aperçu, par rapport à ce genre de famille, c'est souvent en fait les enfants qui vont essayer de réveiller une mémoire et qui vont se demander en gros, et ça touche énormément de gens. Qu'est-ce que je fais? Je peux penser aussi à des amis qui sont d'origine portugaise, dont les parents ont dû fuir le régime de Salazar. Aussi, ça peut être aussi pour des raisons économiques, mais il y avait aussi la dictature, les guerres en Angola, en Guinée-Bissau et autres, les enfants, les petits-enfants de la guerre d'Espagne. Donc c'était, voilà, comment est-ce qu'on transmet, est-ce qu'on s'intéresse ou pas, par exemple, au parcours des parents, à cette non-transmission. Mais c'était d'interroger aussi le silence et d'interroger aussi, pas une espèce de chape de plomb, mais
oui, on transmet beaucoup de silence parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont subtiles, qui sont rentrées. D'où peut-être le recours à un cinéma poétique ou un langage poétique qui peut être celui de la nuance, celui du non-dit, celui aussi d'un rapport un peu à la fois direct, incarné, mais indirect, hein, par des métaphores, par tout un ensemble de choses, par des images aussi. Donc, voilà un Ça petit donne peu. envie, hein. Ça donne envie en tout cas. Ça donne envie tout le cycle, hein. C'est assez Pour avoir le impressionnant. panorama. C'est assez impressionnant. Les informations sont dans le descriptif, hein, de la vidéo, ainsi que l'adresse pour s'y rendre. C'est le 3 et le 4 et 3 et 4 mars. Et il y aura aussi, comme tu le disais, des invités. Donc, ça veut dire qu'il y a des dialogues, des possibilités de dialogue avec celles et ceux qui accompagnent ce film. Et puis, je répète que c'est dédié à Adolfo Kaminski. Tu en as parlé, tu as expliqué exactement pourquoi. Et voilà. Donc, si vous êtes en tout cas à côté, dans le coin, ou si vous êtes des aventuriers ou aventurières, vous êtes de Paris ou ailleurs et que vous voulez y aller, allez-y. Mais en tout cas, ça risque d'être passionnant. Et je pense que la plupart des films ne sont malheureusement pas forcément disponibles que ça, ou ce sont plus des films qu'on voit dans des festivals ou alors de temps en temps sur des plateformes, j'imagine. C'est pas si évident, à mon avis. Exactement, oui. Exactement, je voulais aussi, c'est pour ça, par exemple, j'allais pas montrer, je sais pas, je donne exprès un exemple très clair, America d'il y a 15 ans, qu'on peut trouver facilement en DVD. Oui. Je voulais aussi, comme tu dis, avoir des films qui sont pas toujours montrés ou alors pas toujours diffusés à la hauteur de ce qui devrait être diffusé. Mais en tout cas, c'était aussi de... Ou alors des films, il y a un film que j'ai oublié qui est aussi Lettre d'un temps d'exil de Boran Alaouié, qui est mort il y a 1 an environ ou 1 an et demi, qui était un grand documentariste libanais qui avait fait aussi Beyrouth, la rencontre. Et pour ce film-là, c'est un peu comme, comment dire, pour Bruxelles Transit, c'est des films qui sont un peu antérieurs, qui ont marqué à leur époque, un petit peu marqué. Je sais que Danet, par exemple, j'ai découvert ensuite, hein, mais je ne savais pas du tout parce que je n'avais pas vu le film, que Bruxelles Transit avait suscité l'intérêt de Serge Danet. Et pour Boran Alaouié, bah, je sais que ceux qui l'ont vu l'aiment beaucoup. Il y a notamment Saber, par exemple, un des cinéastes, Saber, qui me disait qu'il aime beaucoup ce film, mais c'est un film qu'on n'a pas toujours vu, en fait. Et c'est le cas de pas mal de films. Celui d'Erika est assez récent. Mounir, les deux Mounir sont plutôt dans l'art vidéo, donc les films sont souvent pas toujours montrés dans des conditions de cinéma. Et comme tu dis, cette idée de rencontre, d'échange avec des personnes qui arrivent avec leurs films, qui vont les montrer, qui vont échanger. Donc il y aura Erika, Bachir Ben Barka, Ismaël, Saber Zamouri, Cyril Ken qui viendra aussi. Amel Kateb, hein, qui vient d'Oran aussi, donc comme elle s'était pas exprimée tellement sur le film La part de Taos, et ben autrement que par son jeu, et c'est quand même ce qu'on demande avant tout à une actrice ou à un acteur, et qui a aussi fait un film qu'elle a montré, mais pas assez à mon goût, parce que c'est vraiment un très beau film, un film très intéressant, Gorba Legend. Donc voilà, c'est aussi de faire un dialogue avec eux, et ensemble qu'on puisse voir un petit peu ce qui peut émerger de tout ça, de ces discussions, de ces rencontres. Et voilà, moi, j'arrive pas en ayant une idée préconçue, c'est plutôt vraiment d'ouvrir un espace de rencontre, de dialogue. Hein, c'est vraiment cette idée de mettre ça. Et le côté du hacking, c'est aussi de mettre un peu une mise en commun. Ça, c'était une discussion que j'avais eue. Au début, je n'étais pas convaincu. Et en parlant avec, avec Isabelle, et je veux vraiment remercier donc Isabelle Carlier, Léa Corrig, et puis Corridig, et puis aussi Olivia Earle, toute l'équipe d'entrepôt qui vraiment à chaque fois se démène pour les artistes, font plein de choses. Et c'est important qu'il y ait des lieux comme ça, des lieux vivants, accueillants et qui font bouger le cinéma, comme tu le fais aussi en fait. Parce que le cinéma, c'est une expérience de, comment dire, on travaille sur le long terme en fait. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Des fois, on a une projection, ça peut sembler éphémère, mais ce qui est beau, je trouve, c'est que en fait, quelque part, c'est éphémère, mais en même temps, ça peut durer, ça peut avoir beaucoup de répercussions. Et on travaille sur le long terme, on est là un peu pour créer ce que j'appellerais créer des brèches. Je me demandais souvent comment est-ce qu'on fait. Eh ben, moi, je pense qu'il faut créer des brèches. Si jamais, à un moment donné, on perd un peu ses préjugés, ses certitudes un peu étriquées, ben, on voit des nouvelles choses qui se dessinent par-ci, par-là, et que le cinéma permet ça. Et le cinéma, il faut le faire vivre, en fait. Le cinéma, il faut le faire vivre par le dialogue, par l'échange. Et
prendre le temps de le faire. Et c'est pour ça que je trouve que ce genre d'expérience est vraiment toujours très intéressante. De la même manière qu'il faut des supports. On se plaint souvent, on entend souvent le discours oui, c'est comme si, c'est des supports. Ben non, moi, en ce sens, je reste un peu fidèle à cette idée un peu contre-culturelle des années 70 où on disait ne hais pas le média, mais sois le média. C'est d'ailleurs ce que tu fais. Don't hate the media, be the media. Et en fait, on peut participer à ça. Et de se réemparer en fait d'un art qui est le cinéma, qui peut être un art, qui est une industrie, d'une manière d'en parler, de la critique, de tout ça, de créer des ponts. Et moi, ça, c'est très important. Quelque chose qui est transversal et quelque chose qui circule. Et c'est le mouvement. Donc, voilà. Je ne dirais pas en guise de conclusion provisoire, parce qu'encore une fois, ce n'est pas à moi de donner une conclusion. C'est juste de poser quelques petites choses et après, on en discute. Et après, on peut inverser l'ordre, on peut bousculer un peu les séances. C'est ce que vont faire d'ailleurs Saber et puis et Ismaël. Ils vont eux-mêmes montrer des images qu'ils souhaitent montrer, comme une forme de laboratoire, pour savoir qu'un film, ça se fait, ça se défait, comme un programme, comme un préjugé aussi. Donc ça donne bon espoir, en fait. Cette idée de créer des brèches, d'ouvrir un petit peu les champs et de bousculer un peu les catégories. Et si on parvient un petit peu à mettre des choses en mouvement comme ça, eh ben, l'exercice aurait été profitable, monsieur, comme dirait quelqu'un que tu connais très bien et que tu as beaucoup lu et fréquenté. Je n'ai rien à rajouter à tout ce que tu viens de dire parce que ça pourrait être même un manifeste. Et tu as entièrement raison, c'est vrai. C'est les brèches qu'on essaye d'ouvrir et puis surtout, on travaille à long terme. Voilà, et c'est un passeur, tu es un passeur et c'est très important que ça existe encore. Et j'espère que ça continuera d'exister. Merci beaucoup à toi, Olivier Adouchi. Tu es le bienvenu, merci. Tu le sais, hein, tu reviens quand tu veux. Et en tout cas, c'était important pour moi de dire que ça existe et qu'il faut y aller. Voilà. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Et bon courage pour ces 2 jours. Merci beaucoup. À la prochaine. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.